Allez, on parle à présent sur Boursorama de la parité euro-dollar, de l'euro, la devise européenne. Pourquoi? Parce que si on a un peu de mémoire, en mars 2018, on est à 1,25. Aujourd'hui, on est à peine au-dessus des indices. Est-ce que cette baisse, cette glissade, est-ce qu'elle est, ça y est, est-ce qu'elle est désormais derrière nous? On en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Donc, voilà, les chiffres sont clairs, 4% de baisse en parité euro-dollar. D'ailleurs, on dit souvent euro-dollar, il faut regarder l'euro par rapport à toutes les devises, mais moins 4 depuis le début de l'année face au dollar, moins 11 depuis, alors moins 15 depuis le plus haut de mars 2018 à 1,25. La question, voilà, je la repose différemment. Est-ce que le gros de l'effritement, encore une fois, de la devise européenne est derrière nous? Alors pour nous, oui. En fait, là, on pense qu'on a atteint plutôt les bas de l'euro. Et je dirais que une raison essentielle aujourd'hui, c'est déjà que l'euro est très fortement sous-évalué. C'est-à-dire que si on regarde les parités de pouvoir d'achat, alors il y a chacun un peu son modèle différent. C'est-à-dire que à quel niveau de l'euro et du dollar, finalement, la compétitivité de nos industries serait à peu près équivalente. Et aujourd'hui, on voit bien, les États-Unis exportent en Europe beaucoup moins que l'Europe n'exporte aux États-Unis. Alors, pour différentes raisons, mais en tout cas, probablement aussi parce que l'euro est sous-évalué. Et voilà, il y a différents modèles, mais souvent les gens acceptent l'idée que l'euro devrait se situer plutôt au niveau d'un 30, un 40. Les modèles théoriques, en gros, voilà, modèle théorique, ça vaut, hein, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce que, au fond, quand la monnaie est très très sous-évaluée, on pourrait se dire, ben voilà, très bien, j'achète l'euro et elle va revenir à sa valeur normale et tout va bien se passer. Or, on voit, c'est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a très très peu de volatilité, les marchés bougent très peu, autour de ces 1,10, 1,11, et en plus, le prix des options pour se couvrir, la volatilité implicite, le coût de la couverture est très faible, même historiquement faible. Ça veut dire qu'au fond, le marché est très confortable avec une très forte sous-évaluation. Voilà. Donc, qui n'était pas gagnée, qui n'était pas gagnée non plus. Elle est quand même un peu surprenante, cette baisse sur 2 ans, depuis 2 ans maintenant, de l'euro, encore une fois. Après, elle est surprenante et en même temps, quand on regarde effectivement le 10 ans américain, les obligations état américaines, qui rémunèrent beaucoup mieux, on est à plus d'un 80, 85 sur le 10 ans américain, obligations souveraines américaines, contre 0, autour de 0 en zone euro. Exactement. Alors, après, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut dire quand même que l'économie européenne a en général déçu. Voilà, la croissance est quand même assez médiocre. Mais voilà, ça fait un moment que ça dure. Donc voilà, mais ça explique quand même une partie, je dirais, du fait que l'euro reste un petit peu sous-évalué. Mais je crois que effectivement, le différentiel de rendement est très important. On a quand même, si on investit sur le dollar, alors ça dépend des échéances, mais autour de 2% de plus que si on investit sur l'euro. Et quand même, aujourd'hui, les rendements partout sont très très faibles. Et 2%, c'est quand même pas mal. Sur 5 ans, 2% capitalisé, déjà on a rattrapé une bonne partie de la sous-évaluation de l'euro. Et puis en plus, on a d'un côté des modèles théoriques, des économistes qui nous disent oui, ça serait bien un 30, un 35. Et puis en face, le marché, lui, il voit du dur, du différentiel de rendement. Pour l'industrie européenne, du 1,30 à 1,35, les économistes, ils ont tout faux, parce qu'on tue un gros morceau d'industrie. On voit bien en plus que l'économie européenne est pour l'instant pas forcément en très très grande forme et qu'elle a plutôt besoin d'une sous-évaluation. D'avoir autant d'excédents courants, c'est un peu technique, pardon, en zone euro, et d'avoir une devise aussi faible. En général, quand on a des excédents courants, on a une devise forte, non ? Alors, effectivement, quand on regarde les modèles, enfin, après, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf, mais c'est vrai que pour les pays qui généralement ont réussi à accumuler à travers le temps des excédents commerciaux, assez souvent, ce sont des devises qui vont être plutôt bien évaluées et qui vont aussi servir, je dirais, d'abri quand les choses vont mal. C'est pour ça, quand l'économie est en risque, au fond, les investisseurs vont aller sur le franc suisse, vont aller sur le yen, parce qu'il y a eu des excédents commerciaux assez importants. Et puis finalement, peut-être un petit peu plus sur l'euro. Mais comme aujourd'hui, les investisseurs ne voient pas véritablement de risque sur les marchés, alors peut-être depuis hier un peu plus, mais pour l'instant les volatilités sont assez faibles. Au fond, l'euro ne bénéficie pas de cet avantage naturel. Et puis je pense, je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus, Frédéric, mais il y a peut-être un manque d'appétit, d'appétence des investisseurs pour
pour l'euro, pour la devise européenne, parce qu'il y a toujours des problèmes politiques en Europe. Quand ce n'est pas les Italiens, c'est les Grecs. Quand ce n'est pas les Grecs, c'est la fin du règne d'Angela Merkel. Il y a toujours... Ça pèse à la longue, non? Et le Brexit. Oui, le Brexit, voilà. Oui. Mais on ne va pas parler du Brexit. Mais oui, effectivement, alors nous, en Europe, on se dit, voilà, l'euro, il est là, il est pour toujours. Et puis, ces problèmes de dette, on arrive toujours plus ou moins à le résoudre. Mais c'est vrai que vous prenez un investisseur qui est beaucoup plus loin de la situation, et qui regarde la sous-performance chronique des actions européennes, la sous-performance chronique de la croissance européenne, des rendements, le fait que des rendements faibles, de temps en temps, d'un seul coup, il y a un pays où voilà, on a l'impression que tout va s'écrouler, la Grèce ne va plus rembourser sa dette, puis il y a les Italiens voilà, commencent à manifestement à être assez en désaccord avec les règles européennes, et puis enfin, on aimerait bien quand même qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre, un peu plus d'union, et puis on voit bien que l'Allemagne ne souhaite pas véritablement d'intégration fiscale, peut-être pour de bonnes raisons, mais en tout cas, donc on voit bien que la construction européenne n'avance pas beaucoup, avance très lentement, effectivement, que la possibilité d'une nouvelle crise européenne est toujours là, et ça pèse quand même, ça crée une prime de risque pour les investisseurs internationaux sur la devise européenne. Ouais, et il faut parler quand même un petit peu, Frédéric, de la guerre commerciale. Qui l'eût cru, que cette guerre commerciale? D'ailleurs, on regarde le graphique sur l'euro-dollar depuis 2 ans, on se rend compte que le début de la guerre commerciale, c'est là où le dollar s'est bien monté. Et l'euro a baissé. Alors, c'est quand même assez contre-intuitif. Hein. Alors, c'est ça la particularité de cette guerre commerciale. C'est la particularité de la politique de Donald Trump. C'est qu'il va reprocher. Oui, qui profite au dollar. C'est-à-dire, typiquement, on a bien vu, il dit voilà, les Brésiliens ont laissé baisser leur monnaie et donc, finalement, je vais réinstaller des tarifs sur l'acier parce qu'ils ne jouent pas le jeu. Alors qu'en fait, le fait de monter les tarifs fait monter le dollar et baisser la monnaie en face. Pourquoi? Parce que tout simplement, les monnaies s'ajustent à la compétitivité. On parlait de parité de compétitivité entre les industriels. Si vous dites, si à un moment donné vous taxez l'acier brésilien, il est moins compétitif. Pour qu'il retrouve sa compétitivité, il faut que la monnaie baisse. Il faut que la devise, brésilienne baisse. Et on a bien vu, quand ils ont monté les tarifs, alors sur la Chine, c'est peut-être en plus un petit peu conduit. C'est piloté par Pékin. C'est peut-être un peu piloté, mais en tout cas, la hausse des tarifs sur le renminbi a été pour partie compensée. Sur les importations venant de Chine a été quasiment 1 pour 1 compensée par la baisse de la devise. Donc au fond, finalement, cette politique commerciale extrêmement agressive de la part de Donald Trump, qui s'est doublée en plus d'une politique budgétaire très très forte, qui a relancé l'économie, qui a poussé à des rendements, ça a clairement soutenu le dollar. Donc, voilà. Donc il n'est pas fondé de dire vos devises elles baissent massivement parce que c'est le produit de sa propre politique. Alors, en tout cas, on sait que dans la baisse des devises, il y a aussi une composante Trump. Une composante Trump. Il nous reste 30 secondes, Frédéric. Donc le gros, la baisse de la devise européenne pour vous, c'est derrière nous. Ça, voilà, c'est derrière nous. L'année prochaine, on a probablement une baisse de la croissance américaine beaucoup plus forte que la baisse de la croissance européenne. Qui est plus basse aussi. Voilà, qui est plus basse, mais en tout cas, ça va moins baisser. Le différentiel sera toujours en faveur des Américains. Il sera toujours en faveur des Américains. Mais le différentiel sera moins. Voilà, et donc on peut estimer que le différentiel de rendement qui attire tant les investisseurs sera un peu moindre. Donc probablement une année où on retrouvera un petit peu de hausse sur l'euro. Voilà, c'est très clair. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Frédéric Rollin, donc de Pictet Asset Management. Merci beaucoup. Bye. Merci.